vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans ces vraies voix du mercredi 28 mai. Bonjour Cécile de Ménibus. Bonjour Philippe David, comment ça va ce matin, ce soir? Quand je suis avec vous et que vous me donnez la clé du camion en me demandant de mettre le contact, ça va bien aussi. Vous la prenez comme vous voulez, la clé du camion. Moi je démarre parce que vous me regardez. Mais non, parce que c'est vous qui êtes à gauche, donc vous avez le volant. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Et puis ma Cécile, il est beau comme un camion. Avec ce t-shirt bien étiqueté. Ouais. D'ailleurs, vous n'avez pas pu empêcher de venir le toucher tout à l'heure. Non, mais parce que je suis fasciné par les inscriptions que vous avez sur votre store. Je suis fasciné par les inscriptions. Alors, j'ai jamais entendu des prétextes aussi pourris. J'ai l'impression d'être recouvert de hiéroglyphes. Ouais, il fait du palpage de dodu, tu vois. Un truc, de la palpation de dodu. C'est pas mal. Ça peut être une pratique au Cap d'Agde, je veux dire. Palpation de dodu. Oui, mais je n'y vais jamais. Oui. Enfin, je n'y vais plus, dites la vérité. Je n'y vais jamais. Je n'y vais jamais plus. Il y a longtemps que je n'y ai pas mis les pieds. En revanche, j'ai toujours sur mon Waze la direction qui est indiquée. Allez, les amis, en tout cas, ce numéro de téléphone 0826 300 300 avec Aude qui vous attend au standard. On est ensemble jusqu'à 19h. Avec le grand débat du jour à 17h30, ils étaient appelés à prononcer en leur âme et conscience. En tout cas, sur cette loi, les députés ont largement adopté hier la proposition de loi sur l'aide à mourir portée par le député MoDem Olivier Falorni qui était examiné en première lecture et c'était à l'Assemblée nationale, c'était hier. Alors parlons vrai, est-ce que cette loi représente pour vous un progrès? À la question loi sur la fin de vie, vous auriez voté. Vous dites à 67% contre, à 22% pour et à 11% vous seriez abstenu. Vous voulez réagir? Venez témoigner, vous y avez été confronté au 0826 300 300. Puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Olivier Faure et Nicolas Meyer-Rossignol sont arrivés donc coude à coude hier au congrès du PS, environ 42% chacun. Le troisième, Boris Vallaud, se retrouve dans position d'arbitre pour le second tour le 5 juin prochain. Alors parlons vrai, est-ce que ce premier tour est un succès ou un échec pour Olivier Faure et la direction actuelle? Et à la question, qui peut le mieux relancer le PS? Vous dites à 11% Olivier Faure, à 0% Nicolas Meyer-Rossignol et à 89%, maintenant c'est 4%. 9% Olivier Faure, 4% Nicolas Meyer-Rossignol et 87% aucun des deux. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous, auteur de Me Too Much aux éditions Heliopol. Bonsoir, cher Philippe. Très bien. Françoise de Goua est avec nous. Bonsoir, Françoise. Bonsoir. Voilà, et quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Et c'est bien dommage. Jean-Marc Dumoulin est avec nous, maire de Villemur-sur-Tarn. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Comment ça va? Merci de nous accueillir. Ça va, écoutez. Ouais. La mairie va bien. Vacances que de venir ici. Ouais. Ah, c'est beau. Ouais, je suis pas sûr. Vous direz ça. On fera un retake à 19h. On verra si vous direz exactement la même chose avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et c'est Olivier de Colombier qui nous appelle, qui nous appelle ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir à toute l'équipe de Sud Radio. Merci de m'accueillir. Avec joie. C'est un honneur. Écoutez, c'est nous. C'est plutôt nous. Et j'en profite pour un petit message rapide à Philippe David pour le Stade Toulousain, qu'on va supporter et qui, on espère, va très bien gagner. Ah bon, on espère le Brennus, oui. Merci. Il n'y a pas que ça ce week-end. Il y a un autre truc aussi important. Oui, PSG Inter. Qui va gagner. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que je suis fan de rugby, voilà. Ah d'accord. Comment il m'a renvoyé dans mes 22 mètres. Dans les 22 mètres. Bam. Non, Cécile, non, je me permettrai pas. Allez-y, Olivier. Alors, merci, je fais rapide parce qu'il n'y a pas que moi. Alors, mon coup de gueule, entre guillemets, il s'agit de la dette de la France. Et je vais me faire le porte-parole d'une modeste, de pas mal de Français, qui souhaiteraient vraiment que le gouvernement puisse nous dire en toute transparence toutes les pistes d'économie qui sont réalisables et précisent où va aller l'argent. Parce qu'on entend tellement de choses, nous autres, qu'on ne sait même plus où on en est. On entend qu'il y a des millions qui vont à l'Algérie, à la Chine, de l'aide à l'Afrique. Alors,
l'Ukraine. Après, on peut comprendre qu'il faut aider le monde entier, mais on comprend plus rien au bout d'un moment, nous. Et on aimerait savoir, avant de payer, où va cet argent, en fait. Vrai sujet. C'est du bon sens. On est le pays le plus taxé du monde, mais où les services régaliens marchent fondamentalement mal. Cette interrogation rejoint celle de beaucoup de Français, mais je crois savoir que bientôt on le saura grâce à notre Premier ministre qui nous annoncera, je crois, au cours du mois de juillet, ce qui aura été décidé. L'aide au développement de la France, il n'est jamais gratuit. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on donne beaucoup aux pays en voie de développement, mais parce qu'en échange, il y a énormément d'entreprises qui investissent également dans ces pays. D'abord, sur le long terme, on est tous gagnants, eux et nous, parce que, évidemment, ça réduit les flux migratoires. Mais surtout, la réalité, c'est que c'est toujours gagnant. C'est jamais gratuit ce que fait un grand pays comme la France. Si je donne 10 milliards, par exemple, au Mali, ou 100 millions d'euros au Mali... Ce qu'on donne à l'Algérie, ils auront une merci pas beaucoup. Je crois pas du tout une minute qu'on donne à l'Algérie. Et par ailleurs, je rappelle, parce qu'on l'oublie toujours, qu'il y a énormément d'entreprises françaises encore installées en Algérie. Donc ça n'est jamais gratuit. Nous avons toujours des retours sur investissement de notre générosité. François, oui, Olivier. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Rapidement, parce qu'on a très peu de temps. Je fais très vite. Françoise, on est entièrement d'accord. Hein. Mais en fait, nous ignorons quel est le résultat, si vous voulez, de toutes ces aides. Et c'est bien, pour ça qu'on est dans l'inconnu. C'est vrai, vous avez raison. Jean-Marc Dumoulin. Oui, enfin globalement, c'est vrai qu'effectivement, à chaque fois qu'on est en coopération économique avec un pays, on attend des retours. Mais enfin, globalement, quand même, on va plutôt se servir quand on est dans un pays. Je veux dire, parce qu'on profite d'une main-d'œuvre pas chère, malheureusement, qu'elle soit en Europe, comme l'ont fait les Allemands pendant très très longtemps, et dans certains pays. Et donc, effectivement, il n'y a pas de juste retour. Parce que si on produisait pour qu'ils puissent consommer, ce serait quand même super. Là, c'est du développement économique, même pour nos entreprises à l'étranger. Tandis que là, effectivement, si on fabrique des produits pour les réimporter en France et faire payer le client français, c'est pas tout bénéfice non plus. Merci beaucoup, Olivier, en tout cas pour ce sujet plutôt très intéressant. Olivier, je sens qu'il va nous mettre, il va nous mettre la misère sur le jeu. Je sens. Je vais avoir besoin de Cécile pour gagner. Et j'ai peur que ce soit sur plusieurs générations, Françoise. Olivier, je vous soutiens. Olivier, vous restez avec nous, bien entendu, dans un instant de réquisitoire du procureur. Je voudrais relier le maire de Strasbourg à la manifestation d'une centaine d'Israéliens devant le quai d'Orsay. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Les vraies voix jusqu'à 19h et bien entendu ce numéro de téléphone qui est le vôtre, 0826 300 300. Bienvenue dans la maison Sud Radio. Sud Radio. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, c'est les vraies voix du mercredi aujourd'hui. Absolument, mercredi 28 mai. Veille d'Ascension. Très bien. D'ascenseur. J'en connais plein qui feront jamais l'ascension. Rapport au péché, à l'âme et tout ça. Moi, je crois que parliez de l'ascension du Tourmaline. Comme si nous avions des choses à nous faire pardonner. On va tenter de faire preuve d'élévation déjà aujourd'hui. Bah oui, déjà, si on pouvait passer. Ça a été le cas depuis le début. Moi, j'ai rien à me faire pardonner sur des tricheries au jeu, en tout cas. Ah, moi non plus. Si on pouvait Blanche Colombe et vilain messieurs. Passer au-dessus du CP au niveau du mental, ce serait pas mal. Ça va être compliqué. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Or, vous savez, l'espoir fait vivre. Il faut être un peu croyant. Dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on ? De ces 20 ans de réclusion prononcés au procès Le Squarnec. 20 ans, mais pas de réclusion de sûreté. Le verdict de ce procès provoque la colère des victimes. On va parler de l'ASSO-A69. Ça repart. La Cour administrative d'appel permet la reprise du chantier en attendant la décision sur le fond dans quelques mois. Et puis de l'ONU qui condamne comme indigne le nouveau système de distribution humanitaire israélien à Gaza après une distribution chaotique hier. En 3 mots, verdict, autoroute et distribution. En tout cas, on va en parler dans quelques instants. J'ai oublié de vous dire, c'est Philippe Bilger, c'est Françoise Degois et c'est Jean-Marc Dumoulin, le maire de Villemur-sur-Tarn. On est ravis de vous accueillir. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez, monsieur le procureur, requérir notamment sur la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barséguian. Oui, alors je relis peut-être de manière un peu artificielle 2 événements qui m'ont frappé. La maire de Strasbourg, une écologiste qui a présenté une carte qui supprimait l'État d'Israël. En effet, c'est un scandale et ça m'a perturbé d'autant plus que longtemps j'ai cru que l'Alsace était une terre d'équité et de bon sens avec un
zeste de vulgarité dont j'ai parfois hérité, je le crains. Et puis de l'autre côté, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup touché, la manifestation d'une centaine d'Israéliens de soutien à l'État d'Israël qui ont manifesté près du quai d'Orsay, et j'ai été frappé par leurs revendications et leur argumentation assez intelligente et sensible pour dénoncer la politique israélienne à l'égard de Gaza. Et ils le faisaient d'une manière telle que on pouvait entendre. C'était fin, c'était intelligent, c'était profond, pardonnez-moi. Et il y a surtout quelque chose qui m'a touché de la part de l'un d'eux. Il disait: on a l'impression qu'il ne s'agit, dans ces 52 000 morts jusqu'à aujourd'hui, que de chiffres. On voudrait ressusciter les visages. Et j'ai trouvé ça très beau. Françoise Devois. Oui, Jeanne Barzéquian, ça me trouble, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Philippe Bilger, d'Alsace. Vous savez, les Juifs d'Alsace, c'est une communauté très forte, très puissante. Une des plus anciennes de France. Bien sûr, c'est une des plus anciennes de France. Avec celle du comte Avenel. Il y a un lien très profond entre les Juifs alsaciens et la ville de Strasbourg notamment, et puis c'est une histoire vraiment de tout cet est de la France. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Jeanne Barzéquian, parce que elle fait partie des Verts, mais pas à ce point. Elle avait un kéfier en plus de ça, elle avait un kéfier autour du cou. Donc il y a des signaux qui sont envoyés. Je pense que ce sont aussi des signaux, malheureusement j'ai envie de le dire pour nos politiques, de bêtises et de méconnaissance et d'inculture aussi. Vous savez, vous n'imaginez pas le nombre d'élus, de députés, voire de ministres, si on leur dit dites-moi où est Jenin, dites-moi où est le Jourdain, dites-moi où est Gaza par rapport à Ashkelon ou par rapport à Haïfa, ils sont incapables de faire la différence entre la Cisjordanie, entre les Arabes israéliens, etc. Il ne faut pas sous-estimer, notamment chez les Insoumis, le manque de culture. Et pour les Israéliens, bien sûr, évidemment, on veut voir les visages. Ouais. Jean-Marc Dumoulin. Non, ce que je trouve déplorable, c'est que finalement, à une époque, on accusait certains de révisionnisme, et c'est absolument détestable, de réviser sans arrêt l'histoire et de la accommoder à sa sauce. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante. Chacun y va sous forme d'entrisme, finalement. On entre dans l'histoire, on entre dans la politique, on entre dans la religion, on entre partout. Et c'est vrai que c'est lamentable au niveau de l'exemple et de l'exemplarité qu'on doit donner. Aujourd'hui, si même ceux qui sont censés aujourd'hui amener un côté fédérateur dans les territoires commencent à s'insurger, à fragmenter et puis à donner un avis qui n'est pas décent, je trouve ça pitoyable. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont verdict, autoroute et distribution. Joël Le Squarnec, condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale, mais la cour criminelle du Morbihan ne prononce pas de rétention de sûreté, provoquant la colère des victimes de l'ex-chirurgien pédophile. Les travaux de l'autoroute A69 Toulouse-Castres vont pouvoir reprendre dès la mi-juin. Dans environ 2 semaines, la cour administrative d'appel autorise la poursuite du chantier, en attendant sa décision sur le fond dans plusieurs mois. Et puis l'ONU condamne le nouveau système d'aide alimentaire mis en place par Israël à Gaza, une distraction indigne selon un responsable onusien. L'armée israélienne conteste avoir tiré sur la foule lors d'une distribution chaotique qui a fait en tout cas 47 blessés. Les vraies voix Sud Radio. Joël Le Squarnec a été condamné au maximum encouru à Vannes, 20 ans de réclusion criminelle contre l'ex-chirurgien pédophile. En revanche, la cour criminelle du Morbihan n'a pas prononcé de mesure de rétention de sûreté. Cela aurait permis de pouvoir l'incarcérer même après la fin de sa peine pour éviter la récidive. La présidente a évoqué sa volonté de réparer. Et c'est un gros bémol pour cette avocate de 2 des 299 victimes à la sortie. Maître Myriam Gedj Benayoun, qui veut tout de même voir aussi du positif dans ce verdict. Il a eu le maximum de sa peine, des peines complémentaires à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, notamment sur la durée de son obligation de soins. Et également, il faut le souligner, l'interdiction d'avoir des animaux domestiques. La zoophilie de ce monsieur a été quand même pas trop évoquée pendant ce procès, mais c'est important. La Cour ne l'a pas oublié. En ce qui concerne la rétention de sûreté, évidemment que nous sommes déçus, de par la durée des agissements de monsieur Le Squarnec, plus de 30 ans, la nature des crimes qu'il a commis et l'avis unanime des experts
experts qui disent tous que le risque de récidive est extrêmement important. Myriam Gedge Benayoun, avocate de 2 des victimes du procès Le Squarneck, au micro de l'agence France Presse. Notez que vers 18h10, dans l'info en plus des vraies voix sur Sud Radio, nous serons avec Céline Mahutot, victime et partie civile dans ce procès Le Squarneck, ainsi qu'avec son avocate maître Lise Borne. Elles ne comprennent pas, elles non plus, l'absence de rétention de sûreté. Céline Mahutot qui a pris la plume aujourd'hui, lettre ouverte à Emmanuel Macron pour lui demander un grand débat de société sur la pédocriminalité et les mesures à prendre pour la combattre plus efficacement. Nous serons donc avec elle vers 18h10. Petite. Je la comprends sans l'approuver, bien sûr. La cour d'assises, je l'imagine très bien, a voulu, oui, absolument, a voulu donner un petit grain pour répondre à l'attitude positive de l'accusé qui n'avait pas d'autre choix. Mais ça mérite discussion. Moi, j'aime que Philippe, il est avocat général, donc il sait mieux que nous tous. Il a tellement requis devant les assises qu'il sait mieux que nous tous. Mais là, je ne vais pas être tout à fait d'accord. Et je vais pas être tout à fait d'accord parce que je pense qu'on pouvait le faire et qu'il fallait le faire. Vous avez entendu les horreurs de Le Squarneck. Bien sûr. On a fait une émission mercredi dernier là-dessus. Philippe David, qui est quand même pas bégueule, m'a dit c'est un truc, c'est une des émissions les plus insoutenables que j'ai jamais eu à faire. Avec Cécile. On a lu ce qu'il avait fait. C'est insoutenable. Donc c'est insoutenable. Je comprends ce que vous voulez dire, mais d'autant qu'il n'y a pas d'excuse, il a reconnu les faits en long, malheureusement, sur toute la longueur, effectivement, il ne s'est pas caché, il faut le reconnaître, il a reconnu les faits. Et en même temps, il a été dire, voilà, j'espère que la prison va m'aider, peut-être à me mettre en conscience et peut-être à m'améliorer. Enfin, ces mecs-là, on les laisse jamais sortir. On ne les laisse plus sortir. Surtout pour c'est affolant, c'est indigne pour les victimes. C'est scandaleux proprement. Mais aujourd'hui, on est toujours dans une interprétation, dans le bon sentiment. Pour éviter qu'ils recommencent, surtout. Oui, on en parlait avec Philippe tout à l'heure. On est sur la stratégie de l'émotion. Le si prévaut sur le car. Allez. Le deuxième mot, autoroute. Le chantier de l'A69 va pouvoir reprendre mi-juin après 3 mois d'arrêt. La Cour administrative d'appel prononce un sursis à exécution du jugement de première instance. Autrement dit, en attendant de se prononcer sur le fond dans plusieurs mois, eh bien, le juge d'appel autorise l'État à faire reprendre le chantier interrompu depuis 3 mois quand le tribunal administratif avait annulé l'autorisation environnementale du chantier en février. Les travaux vont donc pouvoir reprendre mi-juin, dans à peu près 2 semaines. Et c'est ce que redoutaient déjà les opposants à l'A69 à l'issue de l'audience il y a quelques jours, comme ici par exemple Julie Rover, l'avocate des collectivités opposées à ce projet d'autoroute. Le risque aujourd'hui, c'est de reprendre le chantier et que dans 8 ou 10 mois, il y ait une annulation qui soit confirmée. Donc on serait aujourd'hui à cautionner la réalisation d'un chantier illégal pour priver d'effet utile la décision au fond à intervenir. Donc je ne vois pas comment il pourrait ordonner le sursis à exécution. Sursis à exécution qui vient bien d'être finalement prononcé. Colère des écologistes. En revanche, cette décision constitue un véritable soulagement, a réagi le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Un mot, Jean-Marc Desmoulins. Écoutez, je suis surpris que les écologistes manifestent avec autant de violence sur ces dossiers comme ça. Aujourd'hui, on est sur une hyper-centralisation dans toutes nos villes. Tous les flux, ils sont pendulaires entre la ville et puis la campagne. Si demain, on n'aménage pas les villes moyennes ailleurs, ça ne peut pas fonctionner. Il y a un bien fondé, effectivement, sur l'organisation et la réalisation de ce chantier. Alors, s'il est légal, il ne fallait pas qu'on le laisse partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des incompétents dans les services de l'État. Ça veut dire qu'on a des incompétents un peu partout. C'est pas impossible, ça. Tu vois, écoutez, moi, je ménage mes arrières, toujours. Vous savez. Mais ceci dit, effectivement, moi, je pense que c'est pour le territoire du Tarn, dont on est limitrophe, effectivement, un atout. Et d'un côté, on fait une zone de 250 hectares quasiment à l'entrée du Tarn. Si aujourd'hui on n'autorise pas une desserte plus aisée et effectivement contrôlée. Après, les véhicules. Aujourd'hui, les véhicules, on se bat tous pour avoir des véhicules électriques. Alors, je pense qu'effectivement, il y a l'imperméabilisation des sols, peut-être une vulgarisation d'une partie de la flore et de la faune, mais les véhicules, c'est plus des véhicules ultra polluants parce qu'on glisse petit à petit quand même vers une circulation plus propre. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir qu'un argument quand on balaye l'ensemble des arguments et là, on arrive à se faire une opinion. Le troisième mot. Distribution. L'ONU condamne le système d'aide mis en place par Israël à Gaza. Un haut responsable de l'ONU dénonce comme, je cite, une distraction indigne ce nouveau système de distribution d'aide mis en place dans la bande de Gaza. Des propos au lendemain d'une distribution chaotique qui a fait 47 blessés. L'armée israélienne dément de son côté avoir ouvert le feu sur la foule en marge de cette distribution. C'était hier à Rafah, dans le sud de Gaza. Distribution dans un nouveau centre tenu par la Fondation humanitaire de Gaza, fondation privée qui a été créée avec le soutien d'Israël et des États-Unis.
Merci beaucoup. On peut rappeler quand même que je veux bien qu'on fasse porter tous les péchés de la terre à Israël, mais je rappelle quand même que le Hamas a un rôle totalement tordu et pervers sur ses distributions en essayant de détourner une partie de la nourriture, malgré les défenses que j'ai entendues l'autre jour chez Émeric Caron, chez Jean-Jacques Bourdin. C'est indigne. Le Hamas aussi a besoin de perturber tout cela pour continuer à exister. Je rappelle que les Palestiniens commencent à manifester contre le Hamas à Gaza. Donc l'ONU parfois ferait mieux de se taire. Merci beaucoup Félix Mathiolet. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. 305 voix contre 199 contre. Prochaine étape, le Sénat à l'automne. Alors parlons vrai. Est-ce que cette loi sur l'aide à mourir représente pour vous un progrès? À la question loi sur la fin de vie, vous auriez voté, si vous aviez été député, à 66% contre, à 28% pour et à 6%. Vous auriez fait comme François Bayrou. Vous vous seriez abstenu. Venez nous donner votre avis. Vous y avez été confronté à la fin de vie d'un proche. Venez témoigner au 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue et bien entendu on vous attend. Philippe a raison à ce numéro, c'est important, votre voix compte pour le coup aussi sur ce sujet. On en parle dans un instant, à tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Marc Dumoulin, bien évidemment Cécile de Ménibus. Bien évidemment. J'adore comme ça. Vous êtes bien venu ce soir. Bonsoir, c'est Guy Lux. Et tout de suite, le grand débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Une étape décisive franchie hier à l'Assemblée nationale. La proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Pour 560, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Les députés ont adopté en première lecture les 2 textes sur la fin de vie. C'est un long parcours qui reste encore à mener. Si la gauche et une majeure partie du bloc central se félicitent d'une avancée historique, à l'inverse, les opposants au texte regrettent un faux débat. Mourir, d'accord, mais pas souffrir. Souffrir, c'est insupportable. Donc, il faut changer ça. Les députés ont donc adopté ce droit à l'aide à mourir hier. Chaque groupe avait laissé une liberté totale de vote à ses députés. La proposition de loi devrait donc poursuivre son parcours au Sénat, sans doute aux alentours de l'automne. Alors parlons vrai. Est-ce que vous auriez préféré un référendum pour trancher sur cette question? Et à la question loi sur la fin de vie, vous auriez voté si vous aviez été député? Vous dites à 66% contre, à 29% pour et à 5% vous vous seriez abstenu. Vous avez vécu ce type de situation de vie. Venez témoigner au 0826 300 300. Alors c'est la question qu'on a voulu poser, Philippe Bilger, de se dire, est-ce que vous, si vous aviez été député, vous auriez voté? Vous l'auriez voté, vous, cette loi? Moi, mon parti n'est pas encore pris et je ne fuis pas la question. Je suis frappé par le fait que les réponses pour Sud Radio, relativement nuancées des auditeurs, montrent à quel point, même dans nos familles, et notamment à l'Assemblée nationale, grâce à l'influence bienfaisante, il faut le dire, du député Falormi, il y a eu des débats de grande qualité. J'avoue que je n'ai pas encore pris mon parti, si jamais j'avais à l'officialiser, parce que je suis sensible à l'argument, par exemple, de Philippe Juvin, et à ce que je considère comme un grave handicap, c'est le délit d'entrave, si on fait preuve d'humanité à l'égard de ceux qui veulent se faire disparaître. Mais pour le reste, j'attends avec impatience les délibérations au Sénat. Oui. Françoise Degois. Sans aucun doute, sans aucun bémol, je l'aurais voté, bien sûr. Je l'aurais voté pour simplement mettre aussi à l'abri le personnel médical qui pratique cela, le droit à mourir dans la dignité. Je pense que c'est un immense, je pense que c'est un immense pas. Moi, je crois à la force de la vie. Je crois à la force de la vie jusqu'au bout. Je pense qu'on peut décider de vivre jusqu'au bout. J'ai vu dans ma famille des gens malades, dévorés par le cancer. Je pense à mon père, par exemple, mais qui, jusqu'au bout, avait une détermination de vivre jusqu'au bout. Mais tout le monde n'a pas cette psyché-là. Tout le monde n'a pas cette capacité. Et lui, même si c'était un cancer des poumons, ne souffrait pas.
tant que ça. Il souffrait un peu, mais pas tant que ça. Je pense que la souffrance serait arrivée. Voilà, nous avons tous vu ça dans nos vies. Donc j'aurais dit oui, évidemment, les soins palliatifs. Et puis moi, j'ai été très brassée par Sandrine Rousseau, on en reparlera, qui a vraiment... Elle a été portée, ce moment, cette loi a quand même été portée par des moments humains très forts. Et je respecte autant Marine Le Pen, qui explique pourquoi elle ne veut pas la voter, ou Philippe Juvin, que j'ai entendu chez Jean-Jacques Bourdin avant-hier, qui explique vraiment, j'entends ses arguments, que Sandrine Rousseau qui dit c'est une libération et ça touche mon cœur, donc oui, je l'aurais voté. Jean-Marc Dumoulin. Oui, moi je l'aurais voté aussi sans équivoque. Je crois que le droit à la dignité il est important. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que quels moyens on met en face. Alors effectivement, le soin palliatif. C'est quoi? C'est de la pharmacopée sur lequel on amène à une mort déguisée parce qu'on met les gens en semi-coma. Ah oui. Après, est-ce qu'on pense aux... Alors Françoise a parlé effectivement des soignants, mais qui pense aussi aux accompagnants? Finalement, c'est la mort programmée de plusieurs personnes quand il y a quelqu'un qui est en souffrance à ce niveau-là. Et donc, je crois qu'effectivement, il est sage de pouvoir se concerter sur le choix à faire, la décision à prendre. Je ne crois pas que les médecins, avec le serment d'Hippocrate, se permettent quand même de saccager la vie comme ça. Allez, 0826 300 300. Olivier est avec nous de Colomiers. Bonsoir, bonsoir Olivier. Oui. Rebonsoir à toute l'équipe. Oui. Alors bon, je réponds après vous, ça va pas être facile, mais bon, mon avis ne va pas être très objectif, car je vous avoue être trop impliqué émotionnellement. Pour autant, je pense que pour certaines situations, un choix est très difficile et une décision peut s'imposer. Pourquoi mon avis n'est pas forcément objectif? Parce que bon, moi, depuis le livre Les Fossoyeurs, sur la révélation sur le système qui maltraite nos aînés, là, qui était paru à l'époque, je suis plutôt dans un combat sur ça et je suis étonné qu'on parle de ça aujourd'hui, mais qu'on parle peu de ce qui se passe pour nos aînés dans les maisons de retraite. Voilà. Donc je n'ai pas un avis très très objectif, je suis désolé, mais je suis contre en fait pour l'instant. D'accord. Patricia est avec nous de Montpellier. Bonsoir Patricia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors moi justement contre l'avis d'Olivier, je serais plutôt pour cette loi, mais justement parce que j'ai un avis plus objectif, je dirais, parce que finalement je pense que tout le monde doit mourir dans la dignité et chacun a le droit finalement de décider finalement quand il a envie de mourir. Et je trouvais dommage qu'on soit dans une hypocrisie dans le système actuel, parce que c'est vrai, Françoise a raison, c'était souvent les professionnels médicaux qui avaient cette responsabilité d'accompagner les gens par empathie. Voilà, et je pense que c'est important d'aller vers cette démarche aujourd'hui, finalement, de donner le droit à mourir, parce qu'il y a d'autres pays qui le font. Et donc, voilà, autant que la France aussi se joigne à cette communauté, à cette communion, en tout cas, de pensée, parce que l'homme est important et finalement, nous, ça ne nous touche pas. Ce qui touche, c'est la personne qui est en train de mourir, qui est en train de souffrir. Donc, c'est important de lui laisser ce droit. Mais certains malades veulent en finir aussi pour éviter que les aidants souffrent terriblement. Mais ça, c'est super ce que vous venez de dire, parce que là, et en plus notre ami Jean-Marc, notre ami maire, dit la même chose, c'est-à-dire que moi j'ai vu aussi dans des cas vraiment de dégradation profonde, j'ai vu un jour moi le mari qui était véritablement l'accompagnant, parce que c'est un vrai métier, mais à un moment donné, il est mort avant la personne malade, il est mort dans son sommeil d'une crise cardiaque. Les dommages collatéraux, on ne se rend pas compte. Moi, ça m'a percuté parce que j'ignorais cet aspect-là. Mais je pense que vous avez raison. Vous soulevez un problème majeur, la souffrance de celui qui, en plus, fait souffrir les gens qu'il aime autour de lui. Vous êtes aidant, vous avez été aidant dans ce cas de figure. Venez témoigner au 0826 300 300. J'ai juste... vous savez, c'est exactement la même démarche aujourd'hui. Dans les maisons de retraite, c'est une population très grabataire, enfin souvent très grabataire qui rentre. C'est un déchirement pour la famille d'amener déjà en maison de retraite. Parce qu'on sait très bien que quand on y va, on n'en sortira jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, il y a quand même une évolution de la réflexion de notre société qui devrait aller dans l'accompagnement de fin de vie. Comment le fait-on? Pas forcément, effectivement, sur des cas d'une pathologie extrême qui fait que, effectivement, on doit se résoudre à peut-être cette extrémité-là. Mais je crois qu'il y a quand même une réflexion aujourd'hui. La France est un pays qui ghettoise trop les personnes âgées.
Mais justement, mais je le dis avec beaucoup de scrupules, moi c'est précisément l'intercession médicale qui me semble relever de l'humanité. Au fond, tous les jours, on est prêt à pourfendre, à critiquer les personnes qui n'acceptent pas la vie qui devient difficile. On dit qu'ils vont se faire disparaître et on considère que c'est un moment de dignité de choisir de faire disparaître une vie parce qu'elle est trop douloureuse, alors que le médecin, lui, intervient et en quelque sorte empêche des dérives qui peuvent exister et que certains dénoncent de manière anticipée. Vous avez raison sur les dérives, Philippe, mais elles sont assez rares. Je pense à la dérive en Espagne où il y a cette jeune fille qui avait essayé de se suicider parce que l'Espagne est très à l'avance sur nous et en fait elle a raté son suicide, elle était tétraplégique je crois et elle a décidé de se suicider contre l'avis de ses parents. Elle a 25 ans. Donc bien sûr ça c'est des cas extrêmes, mais j'arrive pas à comprendre votre raisonnement. Il y a un moment donné les médecins, Philippe, vous le savez très bien, ils peuvent plus soigner. Ils sont très honnêtes avec la famille, ils disent il n'y a plus d'espérance de vie, vous allez rentrer chez vous, nous ne pouvons plus soigner. Oui, mais nous ne pouvons plus soigner et vous allez souffrir. Mais j'aime bien le système palliatif tel qu'il est prévu par la loi Leonetti, qui manque peut-être de cette dignité à laquelle vous aspirez, mais elle me semble à la fois concilier le refus de la souffrance, il faut aider le malade, et en même temps elle ne fait pas craindre le pire sur le plan de l'humanité, me semble-t-il. Ouais, mais je ne sais pas comment je serai au moment suprême. Juste sur le système palliatif, je vais vite, le système palliatif, nous sommes au début, moi j'étais très copine avec des médecins qui soignaient le sida, au début tout le monde tombait comme des mouches. Le sida, en 84 vous étiez liquidé dans des conditions atroces, vous perdiez 40 kilos, vous aviez des kaposies partout. Ce médecin était chef de service, me disait tu sais à la fin il n'y a que les mères qui viennent, il n'y a que les mamans qui peuvent supporter de voir leur enfant comme ça. Mais que voulais-je vous dire là-dessus, sur cette question-là, c'est que même en soins palliatifs, il y a un moment donné, la douleur, vous ne pouvez plus la soulager. Donc qu'est-ce que vous faites? C'est ça. C'est un vrai sujet. 0826 300 300 avec Richard qui est avec nous de Toulouse. Bonsoir Richard. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir à vous. Ben en fait, moi, je l'aurais voté parce qu'en fait, j'ai vécu ça au travers de mon père. Ma mère a eu un Alzheimer sévère et est restée pendant 2 ans comme un légume, sans nous reconnaître à la maison. Et c'est lui qui s'en est occupé, avec 1 heure de sortie par jour avec quelqu'un qui venait. Et il a laissé des plumes. Et pourtant, on lui avait promis à notre mère qu'on l'aiderait à partir parce qu'elle ne voulait jamais être un boulet, parce que donc voilà, c'était son souhait, ne jamais être à charge. En fait, elle a toujours voulu rester debout et malheureusement on n'a pas pu honorer ça parce que déjà il faut savoir que si on aide quelqu'un à partir, c'est un crime que mon père ne voulait pas. Donc et il faut rappeler aussi peut-être aux gens que si vous aidez quelqu'un à partir, vous êtes déshérité aussi. Ça paraît idiot, mais la loi est, même si vous faites une action qui apparaît nécessaire, donc oui pour. Par contre j'ai une réserve quant au moment. Au mois de juillet, on va nous annoncer des mesures d'économie drastique. Est-ce que le vote de cette loi n'est pas un signal à la finance internationale qui va commencer à tirer pour financer notre déficit? Parce que c'est un moyen, qu'on le veuille ou non, de réduire la charge aujourd'hui de nos aînés qui sont aujourd'hui dans un état qui pourrait, ou en facilitant ses départs. En tout cas, je trouve complètement inopportun le moment. On a tellement d'autres choses à faire actuellement. Alors, on est à la limite de la banqueroute et on va le voir au mois de juillet. Et j'ai bien peur que ça soit pas une idée généreuse au fond derrière ça, quoi. Merci de votre témoignage, Richard. Hélène est avec nous de Toulouse aussi. Bonsoir Hélène. Énormément. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. Oui, vous êtes arrêté. Est-ce que vous êtes arrêté sur le côté, sur le bas-côté, Hélène? Je vais m'arrêter. Voilà. Je voulais simplement vous dire, je suis cadre de santé en EHPAD. Et du coup, je voulais aussi tendre un peu le coup à toutes ces idées que tous les EHPAD sont des mouroirs, on s'occupe pas. Hélène, on vous entend pas. D'abord, c'est dangereux. Arrêtez-vous sur le côté et on vous rappelle de suite. Ok, bougez pas. Allez-y, Hélène. Arrêtez-vous parce que ce sera beaucoup plus simple. Il y a un truc que je voulais dire aussi, ce que je trouve plutôt exceptionnel, c'est cette liberté de vote, de dire que pour une fois, à un moment donné, que tous les groupes donnent la liberté à chacun de
donner son avis, son position. Oui, mais c'est bien de le rappeler parce que c'est important. Oui, paradoxalement, moi, je sais que c'est purement naïf. Je la souhaiterais sur tous les sujets parce que ça changerait radicalement la vie politique. Ça, c'est vrai. Je crois que non, parce que la vie d'un groupe, si vous savez, après, c'est un ensemble de petites misères personnelles et de petits intérêts personnels. Un député aussi, quand vous avez un groupe à 200, c'est 200 intérêts personnels dans les deux pour ça, sur sa circonscription, etc. Donc non, mais c'est fort la liberté de groupe. Mais ça, c'est toujours sur des sujets solennels. Allez, 0826 300 300. Laurence est avec nous de Tarbes. Bonsoir, Laurence. Bonsoir. Voilà, je viens faire un petit témoignage pour dire que je suis pour cette loi parce que je suis directement concernée. Ayant une maladie de Parkinson qui évolue, comme tout le monde le sait, vers une paralysie totale, les soins palliatifs pour moi ne pourraient pas servir puisque en fait, je ne serai vraiment jamais en fin de vie imminente. C'est-à-dire que je peux rester 20 ans paralysée dans un lit sans pouvoir bouger du tout et en ayant toute ma tête. Donc je considère que personne à ma place ne peut savoir mieux que moi si je souffre, si j'ai envie de partir, si je suis malheureuse, si cette vie de paralysie dans un lit est pour moi supportable ou non. Et c'est difficile d'entendre des gens qui disent, des spécialistes, qui se disent spécialistes, d'entendre que cette loi en fait est faite pour les gens en bonne santé, ce que j'ai entendu ce matin ou hier, sur Sud Radio le matin. Voilà, non, cette loi n'est pas faite pour les gens en bonne santé. Voilà, c'est ça. Cette loi n'est pas faite pour les gens en bonne santé qui se font des idées là-dessus. Cette loi est faite pour des gens aussi comme moi. Mais malheureusement, si je ne rentre pas dans la loi, étant donné que je ne serai pas en état de mort imminente comme ça, eh bien, je serai obligée de partir à l'étranger, même si cette loi passe. En fait, merci Laurence pour votre témoignage. En fait, j'ai bien conscience que ma position totalement minoritaire ici relève d'un décret d'autorité qui vient d'une culture, voire d'une religion. C'est-à-dire au moment suprême, j'espère être capable d'avoir un décret d'autorité sur moi-même pour dire je ne veux pas décider de ma mort. Je ne veux pas décider de ma mort de la même manière que je n'ai pas décidé de ma vie. Alors je conçois totalement qu'on soit opposé à tout ça. Laurence, merci de votre témoignage touchant. On vous embrasse et Laurence, vous avez tout notre soutien. On vous embrasse bien entendu. Et je vous comprends tellement. Dimitri est avec nous. Bonsoir Dimitri. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, oui. Tout à fait, voilà. Allez, je fais voilà. C'est juste pour dire, moi je suis soignant, je suis infirmier anesthésiste dans un hôpital. Et je vais vous dire pourquoi je suis contre l'euthanasie ou l'assistance médicale, le suicide assisté. Parce qu'il y a une chose qu'on ne prend jamais en compte. La première, c'est que déjà, quand on est malade, on tombe en dépression. Et l'effet secondaire de la dépression, c'est les envies suicidaires. On a envie de se suicider. Donc, on a envie d'être euthanasié. Donc finalement, on a envie de mourir parce que c'est un symptôme de la maladie initiale. Enfin, excusez-moi, mais toute personne qui tombe en maladie grave n'a pas automatiquement des idées suicidaires. La dépression vient vite. Je l'ai vécu dans mon entourage très proche il n'y a pas très longtemps. Il n'est pas spécialement suicidaire. Hein. Vous voyez Olivier Roy, Dimitri, vous voyez Olivier Roy qui est sur tous les plateaux, il est atteint de la maladie de Charcot, il a plus beaucoup de temps à vivre, il a tout sauf l'état d'esprit de quelqu'un de suicidaire. Oui, non, mais la maladie de Charcot, c'est encore atypique, c'est un cas sur 1 million. Vous savez, les gens qui veulent l'euthanasie, c'est quoi les gens qui veulent l'euthanasie? C'est les gens qui ont un cancer, je suis soignant, tous les jours je vois. C'est les gens qui ont un cancer généralisé. Et pourquoi ils veulent mourir? Parce qu'ils sont dans une dépression. Et pourquoi ils sont dans une dépression? Parce qu'ils ont mal, ils souffrent. Et pourquoi ils ont mal et pourquoi ils souffrent? Parce que l'État français n'est pas en mesure d'apporter des soins palliatifs de qualité. C'est ce qu'on disait. Dimitri, merci Dimitri. Merci Dimitri, parce qu'il nous reste 20 secondes, mais on a retrouvé Hélène. Hélène, on voulait absolument vous donner la parole. Hélène, on vous écoute. Oui, c'est gentil. Voilà, c'était juste pour dire quelques mots. Je suis cadre de santé en EHPAD. On fait le maximum dans les EHPAD aujourd'hui avec le peu de moyens que nous avons pour s'occuper de nos aînés. Nous, on est confrontés à la fin de vie régulièrement, presque, j'ai envie de dire, plusieurs fois par mois. On a énormément de mal à accompagner les résidents parce que tous les DAC 31, toutes les associations qui s'occupent de la fin de vie ne sont jamais disponibles.
c'est très compliqué pour nous. Ceci dit, moi j'ai eu l'occasion on m'a proposé de participer à des euthanasies, j'ai toujours refusé parce que je pense que ça doit être fait sur la base du volontariat. Je suis pour l'utilisation des soins palliatifs et évidemment de l'arrêt de la douleur et de la sédation profonde comme la loi Leonetti le préconise, mais elle n'est pas appliquée cette loi, c'est incroyable. Et alors qu'on met des moyens sur des choses dont on n'a pas besoin, et les soins palliatifs c'est quelque chose qui devrait être la priorité dans notre société. On a de plus en plus de cancers, de plus en plus de maladies neurodégénératives et on ne met pas les moyens pour soulager les gens. Ceci dit, voilà, moi je ne pourrais pas faire de l'euthanasie, j'ai refusé de le faire, j'avais peur que ça me suive. Voilà. Et je suis pour, après, si les gens veulent le faire, évidemment, je suis pour, mais il faut que ce soit sur la base du volontariat. Merci beaucoup, Hélène. Merci à l'ensemble de nos auditeurs, parce que c'est pas un sujet facile, bien entendu. C'était fort, hein. Oui, ouais. Ils m'ont ému, bien entendu. Allez, vous restez avec nous. On peut comprendre qu'on soit opposé, c'est intéressant. C'est vraiment très subtil. Et on peut comprendre qu'on puisse changer d'avis aussi. À un moment donné, on est opposé, on dit oui, on dit non. Enfin, voilà, c'est ça le problème de cette loi. Merci beaucoup, en tout cas, à tous nos auditeurs. Et puis, on se reparle dans quelques instants avec un moment un petit peu plus rigolo. C'est le qui c'est qui l'a dit. Et on garde Olivier, bien entendu. Soyez bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Comme disent les agriculteurs, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Et donc c'est un peu le qui c'est qui l'a dit. C'est à la fin qu'on verra que c'est très odoriférant tout ça. C'est très terroir, Philippe Bilger. Avec Olivier qui est avec nous, bien entendu, et autour de cette table, Jean-Marc Dumoulin qui est maire de Villemur-sur-Tarn. Il est très fort. Françoise Degois et Philippe Bilger, bien entendu. Et avec Philippe David qui est imperturbable, bof. Voilà, très mauvais arbitre, il faut le savoir. Vous bilgérisez. C'est vrai qu'il coupe les cheveux en quatre un peu. Mais pas du tout, pas du tout. Non, mais vous bilgérisez, vous êtes en bilgérisation accélérée. Je suis un petit peu la loi dans ce jeu. J'essaye d'être carré, alors que vous faites des trucs. Vous êtes rond, c'est ça. Il y a de la géométrie variable, j'ai envie de dire. Et Olivier, vous allez, s'il vous plaît, Olivier, nous lancer le jingle. Alors, et là, heureusement pour moi, ce n'est qu'un jeu, c'est parti pour le quiz. Sud Radio, le quiz de l'actu. Oui, mais c'est un jeu qui en vaut la chandelle quand même, mon cher Olivier. Qui c'est qui l'a dit, Olivier? Écoutez bien, est-ce que je pourrais travailler avec Retailleau? Tout est possible, mais il faudra qu'il fasse un mea culpa d'avoir travaillé pour Macron. Olivier. Jean-Philippe Tanguy. Bonne réponse. Un auditeur de Sud Radio, c'était ce matin sur Sud Radio. Qui c'est qui l'a dit, Olivier, sur les finances publiques? Bruno Le Maire s'est planqué en Suisse. Il a caché une situation pendant longtemps. Aïe, aïe, aïe. Ben, je donne ma langue au chat. C'est quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment. Il est en lice pour la tête d'un parti. Olivier Faure? Non. Non, c'est l'autre. Boris Vallaud? Non. Nicolas Meyer-Rossignol? Voilà, Nicolas Meyer-Rossignol. Heureusement qu'il n'y en avait pas 52. C'était la fête qui dormait pas. On les fait, François. Mais ils ne sont pas 52 au PS. Non, c'est vrai. Arrêtez d'être méchant, je vais les défendre, Olivier Faure, arrêtez de l'embêter. Allez, question qui c'est qui l'a dit sur la situation de la France? Je suis en colère. Olivier. Facile. Olivier. Macron. Non. Philippe. Bonne réponse de Philippe Bilger. À la une du point, alors on comprend pas, je suis en colère. Bon, je comprends pas ce titre. Mais oui, il a dit ça. Si on comprend. Contre lui-même. S'il vous plaît. Bah oui. Qui c'est qui l'a dit, Olivier? Je porte une voix différente à gauche. Olivier Faure. Non. François Ruffin. Non, c'est une femme. C'est une femme. Sandrine Rousseau. Bonne réponse de Françoise Degois, Sandrine Rousseau. Elle exagère. Jean-Marc Dumoulin, ça va? Oui, non, je laisse travailler les experts. Là, tout de suite. Non, je suis là pour les faire valoir. Donc, Qui c'est qui l'a dit? L'équité est le maître mot des économies budgétaires qu'on doit faire. Chacun doit pouvoir apporter sa pièce à l'édifice. Olivier. Le Premier ministre. Non. C'est une femme. Elle est femme. Amélie de Montchalin. Non. C'est pas loin du Premier ministre et c'est une femme. Une femme? C'est pas loin. C'est Elisabeth Borne. C'est pas Genevard? Non. Non, c'est votre les choses. Non, elle n'est pas ministre. Dans la hiérarchie, c'est pas loin du Premier ministre. Dans la hiérarchie. C'est Yann Braun-Pivet. Françoise Degois. J'espérais coq, moi. C'est pas du tout qu'on n'est pas aidé par Cécile. Non. Qui c'est qui? D'abord, ça décidait le perchoir. Vraiment le quiz pour les nuls. Qui c'est qui l'a dit, Olivier? Nous avons des riches qui nous coûtent extrêmement cher.
C'est encore une femme. Un jaloux. Attendez, Olivier. Une jalouse. Une femme. Je donne ma langue au chat. Allez-y. Panot. Mathilde Bonne Panot. réponse. Non, il a été avant. Ouais, c'est vrai. Mathilde Panot. Est-ce qu'on peut faire un point sur les points, justement, là? Non. Non. Vous dominez. Bah, ça tombe bien, Non, c'est non, la mais fin. Vous avez 9 points. Philippe Bilger en a 6. Oui, parce que je voulais Olivier en a 3 et Jean-Marc Dumoulin. On peut dire qu'il a brassé du vent. Ah, ça, Tu sais, c'est la chanson tourne, C'est mon petit côté moulin, moulin, ouais, c'est- nage, petit poisson. Dans le métier, on l'appelait l'éolienne. justement, j'allais en parler. Justement, vous allez en parler, justement. C'est un bon Merci teasing. Olivier de m'avoir mis en défaut. Hein. Voilà, Olivier. Bon, Merci. en hauteur relais, c'est pas déjà. sympa. Hein. Bah oui, c'est fini, mon cher Philippe. Ça Vous va. pouvez remonter. Ah, je pouvais remonter, dit-il. Olivier, vous faites quoi dans la vie? Alors, moi, je suis à la retraite maintenant. Ah là là, la retraite. La retraite de quoi? Alors, après une longue carrière dans l'aéronautique, un grand constructeur européen. Ah, mais là, Airbus, Un Airbusien, on a compris. Ouais, même moi, j'avais la réponse. ça finit comme Minibus, c'est Oui. ça? Ouais, c'est ça, c'est les questions du quiz, tu vois. En tout cas, C'est c'était pour ça qu'il volait haut. Hein. Bah oui, c'est ça, ouais, c'est bien, mais c'est c'est bien. pas marrant. Voilà. Allez, Olivier, on vous embrasse. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous et merci beaucoup. Merci à vous tous. Je suis très heureux de vous entendre tout le temps. Eh ben, merci merci à vous. Olivier, on est très heureux de vous avoir en auditeur. Vous restez avec nous dans un instant, le journal et puis la météo avec Rémi André et la météo brumeuse de Philippe David. J'en ai marre de ceux qui balancent des fatwas sur Twitter. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus avec ce numéro de téléphone qui est le vôtre, 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Aujourd'hui au menu, Jean-Marc Dumoulin qui est avec nous, qui est le maire de Villemur-sur-Tarn. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. J'adore dire monsieur le maire. Ouais, Je trouve ça fantastique ce On mandat commence à de maire. avoir beaucoup de maires au vrai voir. Ouais. Des maires MAIRE et MERE. Voilà, et C'est absolument. bien, c'est bien. Françoise Degois est avec nous. Coucou les amis. Et Philippe Bilger, bien entendu. Et au 0826 300 300 avec Philippe David, on écoute l'après-midi tous les messages que vous nous laissez sur notre répondeur. Et on a choisi celui d'Hervé ce soir. Bonjour, donc Hervé, j'appelle de Martel dans le Lot. C'est pour réagir par rapport à ces fameuses économies sur notre sécurité sociale. Sincèrement, moi j'ai fait du contrôle de gestion pendant des années et je peux vous dire que ce qui va pas du tout, c'est pas la sécu, c'est vraiment les complémentaires santé. C'est un organisme parasite qui ne sert strictement à rien puisque à partir du moment où vous allez chez un médecin ou à la pharmacie, la sécurité va définir ce qu'on vous rembourse. Alors il faut savoir que les complémentaires santé, c'est du personnel, énormément de personnel, c'est des publicités sans cesse, c'est des magasins, c'est des boutiques en centre-ville, c'est des véhicules, c'est des réunions, c'est des conseils d'administration. Et tout ça, tout cet argent ne apporte aucune valeur ajoutée à notre système de santé. À bientôt. Comment ça? C'est dit, hein. Ça c'est dit. Oui, mais je crains que pour beaucoup d'organismes, on puisse tenir le même raisonnement. Mais je suis pessimiste sur Complémentaire santé, c'est au libre choix de l'usager quand même. Enfin, c'est pas une charge d'État, ça. Bah oui. Alors, bon, je veux bien Mais qu'on on est obligé globalise d'avoir tout avec la sécurité sociale. Oui, mais on rembourse là, tellement moi, moins. je crois que c'est pas dans le sujet. Hein. La Sécu rembourse tellement moins qu'aujourd'hui, pour certains soins, il faut avoir une bonne mutuelle. Hein. Non, mais j'entends. Mais on peut pas intégrer ça dans la dépense globale. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça oui, n'a rien à voir, c'est en plus. Oui, mais parce que les mutuelles fonctionnent, c'est un système qui fonctionne avec la sécurité sociale. Donc il a raison, il a tort dans ce que dit Jean-Marc, c'est vrai, mais en même temps, les mutuelles font partie de l'ensemble du système, de santé. Donc lui, ce qu'il dit, en gros, c'est la Sécu, elle est plutôt, c'est pas qu'elle est frugale, mais elle est plutôt bien gérée. C'est tout ce qu'on l'État finalement compense avec les mutuelles et ce que nous on pensons qui vaut une fortune. Je sais pas, je peux pas juger ça, moi. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant avec Philippe David. Et je vais pousser mon coup de gueule sur certains qui confondent un tribunal révolutionnaire et Twitter. Et vous allez comprendre comment. Allez, on en parle dans un instant. On est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Marc Dumoulin. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il est 18h13. Vous ne me demandez pas l'heure, je vous la donne quand même. C'est un cadeau offert par Sud Radio. Bah quoi, on fait des cadeaux. C'est bien. On fait un cadeau à Philippe David. Vous êtes une vraie généreuse. Mais bien sûr. Vous n'attendez rien. Surtout qu'il n'est pas 18h. J'ai dit quoi 17. Il est 13. 13. Donc voilà, si vous aviez un train à prendre, bah, vous savez que vous avez le temps maintenant. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe sur X, l'ex-Twitter. Pourquoi X? Parce que depuis hier soir et le vote de la loi sur la fin de vie, j'ai vu des choses qui me déplaisent encore plus que d'habitude.
Tout d'abord, la divulgation de listes de députés qui ont voté la loi et qui sont jetés en pâture en appelant les électeurs à les faire battre lors des prochaines élections. Rappelons à ceux qui font ces listes que les députés ne sont pas des godillots et qu'ils votent en leur âme et conscience, l'ensemble des groupes ayant, je crois, laissé une liberté de vote sur ce texte qui relève de l'intime. Qui sont ces gens pour lancer des fatwas sur des élus du peuple? Que savent-ils de leur vécu? Car cette loi repose aussi sur le vécu de chacun. On peut bien évidemment être pour ou contre l'euthanasie et le suicide assisté, mais comme l'a demandé Charles Bietri, qui est atteint de la maladie de Charcot, qui a le droit de décider de ma fin de vie? Pour avoir eu un membre de ma famille euthanasié par un médecin compatissant il y a plus de 40 ans, je dois dire que je ne le remercierai jamais assez d'avoir abrégé ses souffrances, alors qu'à la dose maximale de morphine, elle se tenait au barreau du lit en hurlant de douleur, frappée par un cancer généralisé. Et je dois dire que je voudrais moi aussi qu'on arrête mes souffrances dans ce cas, comme si je me retrouvais en syndrome d'enfermement, comme Jean-Dominique Bauby dans Le Scaphandre et le Papillon. Et si les débats ont été dignes dans l'hémicycle, je dois dire que le tweet de Philippe de Villiers, faisant l'analogie avec le Troisième Reich, se calant sur la posture de la gauche quand on parle d'immigration, était fondamentalement outrancier. Il n'est en effet pas prévu dans cette loi une action T4, qui était le nom de code de l'extermination des handicapés mentaux par les nazis. Alors pas de dénonciation, pas d'outrance, du respect et de la dignité, c'est tout ce qui aurait dû rester de ce débat. Pour conclure, je citerai Voltaire dans Mérope: quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir. Vous avez exprimé à nouveau votre point de vue. Ce qu'a dit Philippe de Villiers, c'est indécent, plus que ça. Plus qu'indécent, mais oui. en revanche, imaginons que demain, j'apprends qu'un député vient, comment dirais-je, revisiter le bilan du communisme et de ses morts. Eh bien, je n'hésiterai pas à dire qu'il ne faut pas voter pour lui. Vous voyez, ça ne me scandalise pas en soi qu'on vienne après, au regard d'un certain vote, dénoncer un député. Excusez-moi, les morts du communisme, c'est de l'histoire, c'est des faits avérés par tous les historiens. Non, mais j'ai voulu prendre un exemple. Mais c'est pas un bon exemple, Philippe. Non, ça peut pas être un bon exemple. Mais il fallait que je trouve un argument valable pour le soutenir. Parce que la vérité, c'est que ça se fait dans l'autre sens. Et dans ce sens-là, on voit très bien qui c'est qui fait ça. Et dans l'autre sens, ça peut être ça. Vous savez, quand les insoumis font les listes de celui-là à voter, c'est pareil, c'est dégueulasse. Ici aussi, bien sûr, le système des listes est juste dégueulasse. Non, mais le système des listes, il indique. Vous voulez savoir, vous allez sur les PV de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas besoin que des gens fassent des listes. Le système des listes, il dit quelque chose. Il dit quelque chose de la délation, de la saloperie. Et vraiment, moi, je souscris à 100%. Alors, Philippe de Villiers, est-ce que j'ai envie de commenter Troisième Reich? Et c'est même pas l'élimination des handicapés, c'est en plus les expérimentations médicales sur les handicapés en plus. Mais Philippe de Villiers, on met de côté. Bon, voilà, il est comme ça, il est perdu pour la France. Mais la réalité, c'est que vraiment, les listes, c'est pas possible de faire des listes. Il faut pas oublier aussi que derrière chaque acteur de la politique, il y a un homme. Hein. Là, pour une fois, et effectivement, on s'en flattait, et on s'en réjouissait, plus exactement, qu'il y a eu une liberté de vote, une liberté de conscience. Voilà. Donc, on a mes consciences, quelqu'un a fait son job, entre guillemets, en se prononçant pour, en s'abstenant, ou en votant contre. Comment peut-on jeter l'opprobre sur un homme qui a, dans son analyse, essayé de faire des choix parce qu'il est mandaté par le peuple pour faire des choix. Et le plus loyal et les dégâts possible. collatéraux qu'on a derrière, mon cher Philippe, vous ne pouvez pas imaginer. Nous, petits élus locaux, quand on commence à nous salir, c'est vos parents, c'est vos enfants, c'est vos proches qui en subissent toutes les conséquences. Donc cette espèce de système de délation, c'est la France de Vichy. On revient à la France de Vichy. En même temps, ces choix-là sont infiniment plus importants que des choix politiques. Et je peux comprendre qu'ils engagent ou une indignation ou un enthousiasme plus grand. Moi, je suis pas d'accord, vraiment. Excusez-moi, mais c'est insupportable, en fait. Les listes. L'info en plus, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et j'ai pas remercié Philippe David, bien entendu. Et beaucoup de victimes ont été déçues du verdict au procès de Le Squarnec. 20 ans de réclusion criminelle pour l'ex-chirurgien pédophile. Certes, c'est le maximum encouru, mais en revanche, la Cour criminelle du Morbihan a choisi de ne pas ajouter de rétention de sûreté. En plus de cette peine, une mesure qui aurait permis de l'incarcérer même après la fin de sa peine, afin d'éviter une récidive. Et pour justifier ça, la présidence de la Cour a évoqué la volonté de réparer manifestée par l'accusé durant le procès. Cette absence de rétention de sûreté a vivement fait réagir plusieurs
meilleures des 299 victimes. Nous sommes avec l'une d'entre elles, Céline Mahutot, qui vient d'écrire une lettre à Emmanuel Macron. Bonsoir Céline Mahutot. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Dans cette lettre, vous réclamez des mesures comme une campagne nationale pour rappeler les numéros verts, des établissements pénitentiaires spécialisés dans les protocoles de soins, ou encore par exemple la fin de la prescription de 30 ans. Nous sommes aussi avec votre avocate dans ce procès, le Squarnec. Bonsoir maître Lise Borne. Bonsoir. Juste avant d'en venir à cette lettre de votre cliente Céline Mahutot, un mot, maître Borne, sur ce verdict. Ça vous choque que la Cour n'ait pas voulu ajouter une rétention de sûreté? Ce qui nous choque surtout, c'est qu'elle soit allée que jusqu'à 15 ans en termes de suivi socio-judiciaire. Autrement dit, une injonction de soins limitée à 15 ans alors qu'elle pouvait être au maximum, c'est-à-dire 20. Donc c'est vraiment ce qui pose problème. On ne se l'explique pas d'ailleurs. Et aussi le fait que la magistrate, la présidente, ait précisé que rien ne permettait d'affirmer qu'il y a un risque de récidive, sachant qu'il y a une absence totale de prise en charge de soins effectifs en détention. Permettez-nous quand même de nous interroger. On se demande si elle a compris le message, si elle a entendu les débats. On a beaucoup de mal à comprendre. Philippe Bilger. Moi, je comprends sans approuver à partir d'une expérience qui ne me donne pas forcément raison, entendons-nous. Mais j'imagine le tribunal criminel, on appelle cour criminelle, hein, c'est ça. Aujourd'hui, d'abord, cette cour criminelle n'a pas le choix de la peine. En réalité, il est évident qu'elle va prononcer le maximum. Ensuite, on a un accusé qui dit qu'il a compris et qui appelle une mensuétude, qui n'appelle aucune mensuétude, et d'ailleurs il ne l'aura pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Et au fond, il faut que cette cour criminelle concède un tout petit peu à ce processus élémentaire de rédemption qui n'appelle pas je dirais, de bonheur pour les victimes, hein, c'est une case. Donc j'explique la décision de cette manière. Elle peut choquer, j'en ai bien conscience, mais j'imagine que la cour criminelle a fonctionné comme ça. François. C'est surtout qu'en fait, monsieur Le Squarnec, si je peux me permettre, a lui-même demandé justement à bénéficier de soins. Donc en fait, c'est lui-même qui aurait voulu les 20 ans d'injonction de soins. Il n'était pas question d'être clément sur ce point, ou même on n'était pas dans la sanction, on était dans l'accompagnement. Oui, bien sûr. Céline Mahutot, vous interpellez Emmanuel Macron avec ces mots. Je m'adresse pas seulement au président, je m'adresse à l'homme dans toute sa sensibilité, sa responsabilité. Monsieur, avez-vous eu seulement le temps de suivre le procès Le Squarnec? C'est ce que vous demandez au président de la République. Ce procès, Céline Mahutot, n'a pas reçu l'attention qu'il méritait selon vous? Non, absolument pas. À aucun moment en fait. Personne ne s'est saisi en fait du dossier. Personne n'a écouté ce qu'on revendiquait. On a entendu, certes, puisqu'il y a quand même le suivi socio-judiciaire, mais bon, sur 15 ans, ce qui fait peu. Mais voilà, on a juste été écoutés, mais pas entendus. Alors qu'il aurait dû permettre, selon vous, de prendre toutes ces mesures qu'on évoquait, notamment pour éviter la récidive. Céline Mahutot, est-ce que c'est pas lié au fait, et je reviens à ce que disaient Philippe David et Cécile de Ménibus, qui ont fait une émission spéciale là-dessus, au fait du caractère insupportable, en réalité, de tout ce qui a été... je pense que les gens ont suivi vraiment votre procès, l'opinion s'en est emparée, mais il y a quelque chose qui est insupportable, en fait, à lire et à décrire. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quand c'est trop dur, finalement, on ne s'en empare pas, on le met un peu à distance. Est-ce que vous pensez que c'est une des explications? Oui, bien sûr. Il y a vraiment une véritable chape de plomb sur ce sujet-là. C'est encore un sujet tabou de nos jours parce que justement, ça touche les enfants. Mais il faut arrêter de faire l'autruche. Il faut sortir la tête du sable à un moment donné. Il faut faire ce qu'il faut. Je me demande... Qu'est-ce que vous auriez voulu, qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on fasse, en fait? Pardon. Qu'on a eu au bout de la peine et des peines. Qu'est-ce qu'on a fait que soit la peine maximale? Oui, la peine maximale. En fait, non, mais tout simplement l'injonction de soins. Que ce soit pris sur 20 ans au maximum. Au-delà, vous ne croyez pas qu'il y a le sentiment un peu de la part des victimes, au fond, que compte tenu de la monstruosité des actes, un maximum de 20 ans, c'est insuffisant. Oui, je pense. Et qu'au fond, on aurait voulu davantage. Oui, mais ça, on n'a pas le choix. Mais c'est la loi. Hein. Oui, c'est la loi, donc, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est ça qui crée le malaise, en réalité.
En tout cas, merci en tout cas Céline Mahutot d'avoir été avec nous. Hein. Merci beaucoup. Et puis effectivement, vous interpellez Emmanuel Macron avec des mots et cette lettre. Et si toutefois vous aviez une réponse, bien entendu, notre antenne vous est ouverte. Merci beaucoup, Maître Lisborne, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, vous le savez, hein, Sud Radio vous a accompagné le maximum et on restera là en cas de besoin. Merci beaucoup. C'est fort la lettre, Cécile. Est-ce que je peux dire comment elle termine? Vraiment, Céline Mahutot, c'est très fort. Voilà, vous avez des moyens si faciles à portée de main. N'oubliez jamais, vous aussi, vous avez été cet enfant. Ça m'émeut beaucoup. Oui. C'est très fort. Merci mille fois, merci Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant avec le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. On est un peu en retard, à tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger, Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn, et Françoise de Gois. Vous n'êtes pas maire d'une ville, Françoise? Non, j'aimerais bien, j'aurais adoré être maire de Beaucilène. Ah oui, j'adore. Et vous, 246 habitants. Non, chez moi dans les Hautes-Pyrénées. Non, mais vous auriez simplement été père. Ouais, oh, c'est beau. Non. Mais vous auriez aimé ou pas? Ah oui. Ouais. Oui. Mais petit maire, tu vois maximum ta ville, hein, Jean-Marc. Non, je pense qu'aujourd'hui on leur en demande tellement et les gens sont tellement méchants et violents que je pense que non, franchement. Oh, vous auriez été résilient. On aurait été des super maires. Moi, je vous suis sûr de s'occuper de la vie, d'avoir tous les habitants qui sont tes copains, créer du lien. Non, on aurait adoré ça. Et puis vos calembours auraient fait une politique. Ça aurait été bien dans ces cas-là de calembour la reine. Ah, pas mal. Elle est pas mal. Calembour madame dans les Pyrénées-Orientales. Ouais, calembour de péage. Non, je les cherche toutes à calembour. Calembour en Bresse, pas mal. Ah oui, c'est bon, c'est drôle. Là, elle n'en peut plus, là. Calembour. Là, c'est Calembourbier, on arrête. Ah, Calembourbier, pas mal. Ah, elle est jolie. Et Calembourbon. Ah oui. Et en revanche, Jean-Marc, j'ai un conseil à vous donner. Si vous voulez vraiment qu'on vous entende, il faut parler dans le micro. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Allez, la vedette, à table. Allez, vous êtes des vedettes de la télé? Avant d'être un cerveau, Philippe Bilger est un corps. J'ai toujours rêvé d'être Harrison Ford. La comparaison est débile, désolé de vous le dire. Mais non. Taisez-vous, parce que là, ça... Le tour de table. De l'actualité. Tu te rends compte ce qu'on arrive à dire? T'entends ta phrase avant d'être un cerveau. Mais c'est vrai. J'aurais rêvé de ça. Un corps au pied. J'aurais rêvé d'être... Voire même un corps de chasse. Ah non, mais lui, c'est incorruptible. Incorruptible. Incorruptible, bravo. Allez. J'aurais rêvé d'être un corps. Ouais. Mais allez. Je rappelle une belle phrase d'une intellectuelle italienne, Francesca Melandri, qui a dit à Vienne l'empathie l'empathie sélective pour les peuples en souffrance est un échec éthique colossal. C'est brillamment et somptueusement dit, mais ça veut dire en gros, familièrement, contre le deux poids, deux mesures. Et elle prend l'exemple de Gaza, et elle prend l'exemple du 7 octobre, et elle met en évidence quelque chose qui m'a toujours surpris, notre inaptitude à poser sur les tragédies à partir du moment où elles ont la même gravité, la même intensité, avec peut-être des degrés différents, un regard équanime. Et ça, je trouve qu'en effet, c'est un échec éthique colossal et je ne vois pas comment on pourrait, dans le monde actuel, réparer cet énorme dysfonctionnement. Françoise de Gois. Parce que on ne peut pas avoir un regard équanime dans la mesure où, sur cette question-là du Proche-Orient, tout de suite la politique s'en empare et de la pire des manières. C'est-à-dire qu'il est intolérable, le 7 octobre, que vous ayez des gens qui refusent le mot de pogrom et qui refusent le mot d'attaque terroriste et qui en fassent une ligne politique. Ça, c'est ce qui s'est passé avec LFI, qui entraîne une rupture radicale le 7 octobre à 15h. Je pense qu'on est des millions à dire c'est fini pour toujours. Et donc, forcément, comme on part sur un sujet politique et qu'on sait tous que la riposte israélienne va être terrible pour Gaza, parce qu'en plus de ça, le Hamas va utiliser sans vergogne les habitants de Gaza comme bouclier, finalement, tout est biaisé. C'est-à-dire que tout
tous nos sentiments d'être humain ne peuvent même plus s'exprimer avec autant de ferveur pour les Israéliens que pour les Palestiniens, parce qu'à un moment donné, on en fait véritablement un objet politique. Et donc c'est ça la dégueulasserie. Le point de départ, c'est ça. Et accuser finalement les gens d'avoir trop d'empathie pour Israël et pas assez pour les Palestiniens, c'est dans cet enfer-là que nous a amené LFI, en réalité. Mais le problème, c'est généralisable, Françoise. Non, ça n'est pas généralisable parce qu'il y a une particularité du conflit proche-oriental, parce que nous avons la plus grande communauté arabo-musulmane d'Europe, nous avons la plus grande diaspora juive, à part les États-Unis, au monde, et voilà pourquoi nous en sommes là. Et j'en veux encore plus à la France insoumise, c'est un calcul cynique, parce que justement, ça nous a tous empêchés d'exprimer notre cœur. Jean-Marc Dumoulin. Oui, je pense qu'effectivement aussi, enfin pour rejoindre un peu François sur ce sujet, en Israël ça fait pas l'unanimité, loin s'en faut, quand même, de ce qui se passe. Je pense que même après cette réaction légitime, un peuple agressé, mais dans des violences terribles, dans des souffrances terribles, telles qu'on les a eues au mois d'octobre, il n'était pas possible qu'on réagisse pas. Et effectivement, des gens qui ont passé ça sous silence, c'est proprement scandaleux, quoi. Et c'est de la manipulation pure et dure. Mais aujourd'hui, effectivement, cette espèce d'enclume là qui pèse sans arrêt sur Gaza, on peut pas l'ignorer. On peut pas ignorer tous ces mômes qui sont en train de crever sous les bombes. Enfin, je veux dire, c'est par milliers. Alors, c'est vrai que c'est plus propre. Moi, je défends les Ukrainiens, mais c'est marrant, c'est plus propre la guerre en Europe quand même, et les gens en Europe quand même que les gens, que les gens qui sont en Afrique ou au Moyen-Orient. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de se passer au Kivu? Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de se passer au Soudan, ce qui se passe au Darfour? Souvent, ça fait des années. Au Darfour, des années. Le Yémen, qui est un pays que j'adorais, j'ai eu la chance d'y aller une fois. Le Yémen est dévasté. On est à des centaines de milliers de morts. La famine, en plus le Covid. Vous vous rendez compte? On n'y arrive pas, en fait. On n'arrive pas à exprimer notre empathie planétaire. Françoise, les critiques de Macron à l'égard de Gabriel Attal. Emmanuel Macron se lâche, parce que ce qu'il y a dans le canard enchaîné est tout à fait exact. Ça n'est pas du tout des rumeurs. Alors, sur Gabriel Attal, en fait, il est fou furieux. Mais pourquoi? Parce que je pense quand même que c'est fini. Le macronisme finira avec Emmanuel Macron. Le macronisme sans Emmanuel Macron n'existe pas. Mais il y a toujours, comment dirais-je, l'ego véritablement de voir quelqu'un. Enfin, je veux dire, il y a un problème relationnel et personnel entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Gabriel Attal doit tout à Emmanuel Macron, mais absolument tout. Voilà, de A jusqu'à Z, de son élection de député. Gabriel Attal, il était juste conseiller chez Marisol Touraine à l'époque, quand on le connaissait, député, une ascension fulgurante. Oui. Il la doit à un seul homme, Emmanuel Macron. Et là, il a le sentiment, Emmanuel Macron, et à juste titre, que Gabriel Attal se comporte en réalité. Il y a eu cette expression qui est sortie, je vous la donne, c'est comme un Jean Foutre. C'est-à-dire, c'est violent comme un Jean Foutre. Véritablement sur tout ce qu'il va. Macron, on pense qu'on veut de lui, il supporte pas l'idée, la connerie sur le voile. L'initiative de Gabriel Attal lui paraît délirante. Il considère qu'il est donc son héritier, que c'est un héritier qui veut prendre l'héritage en faisant mourir un peu plus vite celui qui l'a fait roi. Et donc ça lui est insupportable. On s'est toujours moqué aimablement ici de mon adhésion au talent de Gabriel Attal et à la certitude qu'il aura un futur éclatant. Et pour une fois, je suis heureux de le voir venir à mon secours, notamment lorsqu'il énonce ce qui n'existe plus dans le macronisme. Une vérité, c'est que le régalien, ça a été la catastrophe de ces années macronistes. Jean-Marc. Oui, enfin bon, moi je pense que c'est encore un problème oedipien. Enfin, il n'y a pas que Macron, enfin que Attal qui doit quelque chose au président de la République. Ce que je veux dire, c'est qu'à une époque, on avait quand même connaissance de qui était ministre. On savait qui était ministre, on savait ce qu'il faisait. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis incapable de vous en citer 3. C'est pas possible. Il y a une forme de dilution avec un patriarcat à nouveau politique, une bienséance qui récompense ses copains. C'est pour ça que je suis absolument contre la proportionnelle, parce que là, on n'aura que des Parisiens qui seront autour de la cour du roi. Et effectivement, là, aujourd'hui, bon, cette lutte d'ego, bon, moi, je pense qu'elle est ultime. Bon, après. Attal, il a oublié, le temps fait son œuvre toujours. Je crois qu'il faut jamais aller trop vite et pas se brûler les ailes non plus. Allez, parce qu'il nous reste très peu de temps, sur la 69. Ah, sur la 69, bon, effectivement, moi je me réjouis. C'est pas cochon. Pardon. Non, c'est pas cochon. Oh, dis Non, mais... Pardon. Sors de ce corps, Rocco Siffredi.
Pardon, je pensais que Philippe allait la faire. Sur cette autoroute, il y en a certainement qui feront des têtes à queue. C'est sûr. J'y pensais, j'osais pas. Bravo Cécile. Pardon. Allez, vous voulez que j'arrive à me concentrer. C'est très sérieux. Bon, écoutez, moi je me réjouis quand même qu'effectivement il y ait eu une révision de cette position et que le chantier puisse se réamorcer, au moins pour nos amis tournais, au moins pour les entreprises tarnaises. Simplement, aujourd'hui, ce qui est mis en évidence, c'est l'incompétence de l'autorité de l'État. Je ne comprends pas, et nos concitoyens ne peuvent pas comprendre effectivement ces va-et-vient permanents, ces flux-reflux où Pierre, Paul ou Jacques décident. Je vais vous choquer, mais je pense quand même que la justice fait ses lois aujourd'hui et le tribunal administratif fait souvent ses lois. A contrario et en contrariété, effectivement, des lois qui existent. Alors, les interprétations, regardez, cour d'appel et le tribunal administratif, c'est la même essence, quoi. Eh ben, ils sont pas d'accord. Bon, donc globalement, écoutez, je crois que c'était une gabegie aujourd'hui, vu l'état d'avancement des travaux, de pas continuer intelligemment, de travailler effectivement sur des mobilités raisonnées, et peut-être faudrait-il que l'opérateur donne des primes aux voitures électriques pour un peu moins polluer, alors qu'on a un peu hypothéquer la terre et la faune. Et combien ça a coûté? Ça a coûté justement pour la faisabilité du projet. Imaginez les études. Et si on doit démonter? Ah oui, si on doit tout remettre en état, alors là, n'en parlons pas. Caricature de l'état de droit. Là, c'est une caricature de l'état de droit. Oui, je suis désolé. Mais il vaut mieux quelques caricatures et que l'état de droit reste puissant. On est d'accord, Philippe Bilger? Oui, mais là, moi je voudrais qu'il change, tout de même, un petit peu. Il n'y a pas que vous, visiblement. Il va nous dire qu'il faut retailler dans le vif, tu vas voir. Bravo. Et puis elle est propre. Elle est propre. Allez, bam. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Marc Dumoulin. On va revenir sur le congrès du PS. Faure et Meyers-Rossignol à égalité, 42% chacun à peu près. En tout cas, Boris Vallaud, 3e, qui pourrait faire basculer le second tour. Et ce sera le 5 juin. Alors parlons vrai. Est-ce que ce premier tour est un échec ou un succès pour Olivier Faure? Et à la question, qui peut le mieux relancer le PS? Vous dites à 9% Nicolas Maillard-Rossignol, à 6% Olivier Faure et à 85% aucun des deux. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Marc Dumoulin, évidemment Cécile de Ménibus, et c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La démarche du Parti socialiste doit être comprise comme révolutionnaire dans la mesure où, en effet, le Parti socialiste entend casser les structures du grand capitalisme. Nous ne laisserons rien passer. Je crois que c'est clair. Disons que pendant 5 ans, on va classer un peu de courrier et servir des omelettes norvégiennes. Olivier Faure et Nicolas Meyers-Rossignol sont arrivés donc coude à coude hier au congrès du PS, environ 42% chacun. Le 3e, Boris Vallaud, se retrouve donc en position d'arbitre pour le second tour qui aura lieu la semaine prochaine. Alors parlons vrai, le Parti socialiste peut-il reprendre le leadership à gauche? Et à la question, qui peut le mieux relancer le PS? Vous dites à 9% Nicolas Maillard-Rossignol, à 6% Olivier Faure et à 85% aucun des deux. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger. Donc, dans une vision totalement bilgérienne de la vie politique, donc absolument naïf. Je pensais, après ce résultat, qu'on pouvait féliciter qu'Olivier Faure soit quasiment à égalité avec Meyers-Rossignol, dont je pensais qu'il serait peut-être le rival le plus sérieux pour prendre la tête du PS, afin de couper les liens radicaux avec LFI. Et que la masse d'abstentionnistes, 80% d'après votre sondage de Sud Radio, montrait... non, c'est pas des abstentionnistes. Aucun des deux ne pense que quiconque puisse remonter le PS. Aucun des deux, eh bien, j'y voyais une sorte d'adhésion implicite à la présence et à l'aura de François Hollande. Mais j'ai cru comprendre, avant qu'on aborde le sujet, que c'était une vision totalement erratique de ma part, et j'attends avec impatience le point de vue adverse.
l'inverse. Oui, c'est erratique parce qu'en réalité, d'abord, Olivier Faure a plus de 1000 voix d'avance. Il est à 42 et Meyer-Rossignol. Et d'ailleurs, c'est la grande déception de Nicolas Meyer-Rossignol. Bon, en pareil cas, tout le monde dit on est content, on a gagné. Mais il y a 2 échecs. Le premier, c'est celui de Boris Vallaud. Bien sûr, il fait 18%, mais il concourait pas pour être le 3e homme, Boris Vallaud. Il concourait pour bouter Olivier Faure et devenir le premier secrétaire. Donc voilà, c'est ça. Nicolas Meyer-Rossignol, il est, comment dirais-je, il est vraiment la créature, entre guillemets, avec non, en tout cas, il est le représentant de tous les éléphants du PS. Il y a Hollande derrière, il y a Ségolène Royal derrière, il y a François Hollande, il y a Karim Bouamran, il y a Anne Hidalgo. Tout le monde est là. Et cette agrégation-là, elle arrive à peine à faire 40%. Olivier Faure est à 42, voire 43 ce soir après la coalition. C'est qui est délirant. Moi, je trouve que c'est quand même un exemple de résilience extraordinaire de la part d'Olivier Faure. Voilà un type qui se fait chier dessus. Pardon, je parle mal. Matin, midi et soir, par l'ensemble du petit monde germano-pratin, par l'ensemble des éditorialistes, etc. Il est passé de 17 députés. Tout le monde se tire après le quinquennat Hollande, le désastre du quinquennat Hollande. Tout le monde s'en va et laisse des millions d'euros de dettes. Il se retrouve avec Solferino qu'il faut vendre, ok ? Tout seul, allez, occupe-toi du PS. Il reste 17 députés. Ok, 8 ans après, il y en a 66. Les liens avec LFI, ils sont tranchés. Je pense que c'est très clair. Il faut être. Donc, les militants socialistes regardent ce parcours et disent ok, eh ben ça va être lui. Et je vous fiche mon billet que bien sûr Boris Vallaud n'appellera pas à voter Nicolas Meyer-Rossignol, qui trouvera un accord parce qu'ils étaient dans la même majorité pendant 8 ans et que évidemment le 5 juin c'est Olivier Faure qui sera reconduit premier secrétaire. Voilà. Jean-Marc Dumoulin. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. En fait, les gens veulent pas être chef de parti, ils veulent être président de la République ou candidat à la présidence de la République. Voilà. Alors, Karim Bouamran, Glucksmann, tout le monde. Le souci fondamental, effectivement, moi c'est marrant parce que PS, je croyais que c'était post-scriptum, vous voyez. Et donc effectivement, moi je trouve qu'aucun des deux n'a le charisme nécessaire ni la puissance de l'homme d'État, puisque l'enjeu il est là, hein. L'enjeu, il n'est pas de dire moi je veux animer les petites fédérations. D'ailleurs, on sait comment ça vote, hein, les fédérations. On parlait justement de la conscience au niveau de l'Assemblée nationale sur le vote délicat. En Haute-Garonne, ils ont tous la consigne pour voter comme ça. En Corrèze, ça doit être comme ça. Donc le total, il est fait déjà avant que les élections ne commencent. Moi, ce qui me gêne effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on ne répond qu'à des ambitions personnelles, à un égo surdimensionné. On ne prend pas la notion, on ne prend pas le poids et la mesure de ce qu'est la responsabilité de devenir un chef de parti et un candidat potentiel pour les élections. Et ça, je trouve ça un peu louche. Tout le monde a laissé Olivier Faure, effectivement, vous dites qu'il prend des grands sauts de... Voilà. Il faut pas oublier quand même que c'est lui qui avait trouvé le puits pour aller remplir les seaux, hein, quand même. Parce que quand il a voulu se marier avec les LFI, je pense pas que ce soit le meilleur plan qu'il ait pu faire. Non, mais alors moi, sur les LFI, j'en ai marre de cette faux cuterie générale. Tout le monde a signé cet accord. Pas moi. Non, mais tous les socialistes ont signé cet accord. Raphaël Glucksmann, il a même envoyé Aurore Lalucq négocier des postes. François Hollande, il est élu avec quoi? Ils sont tous responsables. Il est élu avec LFI. Donc, ça rend pas la chose plus acceptable. Mais non, mais moi j'ai pas dit ça. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait porter à Olivier Faure? Tout le monde. Il était le chef. Mais on s'en fout. Mais les militants d'ailleurs ne s'y sont pas trompés. C'est ça la réalité. Moi, ce qui me fait plaisir et qui me réjouit, c'est que malgré l'ensemble des manœuvres, oh là là, etc., il se trompe pas et il sort en tête. Et sur tout cela de politique, même 2 ou 3%, sortir en tête égale, de toute façon, il y aura un accord entre Olivier Faure et Boris Vallaud. Mais c'est évident, il est en train de se... Il est déjà fait, et chacun pourra exister. C'est quoi l'avenir du PS alors aujourd'hui ? L'avenir du PS, c'est... Moi, je pense, pourquoi est-ce que je soutiens tellement Olivier Faure? Dans ce sens que c'est le seul type suffisamment intègre pour organiser une primaire intègre. Évidemment que Olivier Faure n'a pas forcément une ambition présidentielle, pas plus que Nicolas Meyer-Rossignol. Quand il dit on va faire une primaire de Ruffin à Glucksmann sans Mélenchon, on peut pas être plus clair. Moi, je pense que lui a la capacité, justement par sa nature et son tempérament, de dire si ça veut pas être moi, vraiment, je mettrai le meilleur. Et ça, moi, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est pas du tout vrai avec Karim Bouamran, pas plus qu'avec Boris Vallaud, mais de lui, je le sais. Donc, je pense que c'est le meilleur mec pour mettre la gauche, en tout cas, en position d'avoir un candidat face à Mélenchon. Mais est-ce que le PS peut reprendre le leadership à gauche? Que quand on regarde la dernière présidentielle, des 4 partis du nouveau Front Populaire, le PS, Anne Hidalgo a fini dernière. Hein. Écoutez, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais après j'ai laissé parler les autres. Mais la vie, c'est les faits, ok? Aujourd'hui, il y a combien de députés socialistes à l'Assemblée nationale? Il y en a 68. Il y en a combien de LFistes? 71. Il faut arrêter de dire que LFI se prend tôle sur tôle
depuis sa rupture avec le PS. Oui, mais ce qu'on veut dire, François, pardon de vous couper, c'est que sans LFI, il n'y aurait pas eu autant de députés aussi. Mais dans l'autre sens. Il faut le dire. Mais la vérité, c'est que c'est absolument dans les deux sens. Si vous enlevez LFI, il est de bon ton de dire le PS est sous domination. Mais enlever à LFI le PS, regardez ce qui s'est passé. Les 4 dernières élections municipales, Villeneuve-Saint-Georges, législatives, le PS a refusé les accords avec LFI. Qu'est-ce qui s'est passé? LFI balayé en dessous de 10%. Soyons donc honnêtes. Le cap, quand même, dans le cadre des dernières législatives, c'était quoi? C'était un barrage au RN, hein. Donc à partir de là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une alliance simplement PS, enfin LFI qui aurait fait gagner des PS et PS qui aurait fait gagner des LFI. Il y a aussi des renaissances. C'est des citoyens qui ont dit nous on veut pas ça. Ils ont été super. Voilà. Je juge pas. Moi, ça va très bien. Nous on en est là. Donc je crois pas qu'il faille résumer. C'est pas un vote classique. C'est un vote. C'est pas un vote. On est aujourd'hui dans un vote que de réaction. J'en parlais avec Bernard Cazeneuve quand il est venu à Villemur il y a pas très longtemps. Ah, vous êtes un cazeneviste. Non, je suis pas un cazeneviste. Je suis pas un cazeneviste. Moi, je suis un centre droit, mais moi j'ai reçu qui veut venir à Villemur. Moi, il y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Et non, moi je lui ai dit. Je lui ai dit que ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a déjà parce qu'on parle de réactionnaires. Politique, dogmatique. Non, les réactionnaires, c'est ceux qui refusent des situations et qui font l'inverse de la situation qu'on leur propose. Déjà, tu en as 50% qui sont réactionnaires parce qu'ils votent pas. Après, vous en avez encore 30% ou 40% dans ceux qui votent qui sont réactionnaires parce qu'eux, ils ont des convictions ou alors ils en ont ras-le-bol et ils sont des vrais réactionnaires. Donc j'ai dit, le vrai travail, quand même, il est à faire. C'est sur 70% des gens qui sont des réactionnaires aujourd'hui. Et effectivement, moi, je pense que les élections, elles sont menées par défi. Les abstentionnistes sont des réactionnaires. On ne participe plus au système. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, quand même, je n'ai pas entendu ni chez de Rouen, hein, c'est ça? Oui. J'ai du mal à me souvenir. Vous voyez, c'est pour ça que je suis nul en quiz. Comment se dédouaner une heure après? Ça me dépasse tout ça. Mais je n'ai entendu chez l'un comme chez l'autre jamais de nuances de programme, jamais de vraies lignes de conduite. Et donc déterminer un chef sans avoir de vraies lignes de conduite, c'est compliqué. La ligne politique, elle est tranchée. Il faut regarder, il faut lire les programmes, Monsieur le Maire. Mais vraiment, François, dans le micro. Pardon. Il faut les lire les programmes. Non, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que il n'y a pas une abstention telle. Ça n'est pas vrai pour la présidentielle. À la décharge, jamais, ça n'est pas le cas. Ah oui. Jean-Marc Dumoulin, à la décharge de tout le monde, c'est qu'avec ces multi-buzz dans tous les sens, c'est compliqué parfois de parler de son programme. Parce qu'à chaque fois on pose des questions, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la politique. Cécile a raison, vous faites des conventions sur la sécurité et l'immigration, c'est valable pour la droite ou la gauche. La réalité, c'est que tout le monde s'en fout. Il n'y a pas un seul journaliste qui va suivre. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Debois, merci beaucoup Jean-Marc Dumoulin d'avoir été avec nous. On vous souhaite bien entendu une belle, peut-être que vous partez en congé, je ne sais pas, Philippe Bilger, François, on sera là demain, bien sûr, vous serez là demain. Et dans un instant, on va vous parler du Made in France et de la relocalisation et des coopératives qui défendent et en tout cas sauvent des marques françaises. On en parle dans un instant, à tout de suite.